forces spéciales et qui va nous parler de cette bascule. Comment est-ce qu'on passe du service de l'État au service d'une entreprise? Bienvenue Alexis. Bonjour Roland, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien, écoute, on est ravis. Vous êtes toujours aussi incroyable. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 180 inscrits. Vous étiez également nombreux la semaine dernière pour écouter Laurence Defay et Aurélie Piron pour nous parler de l'onboarding, un sujet important pour mobiliser ces équipes dès le début, pour mettre les collaborateurs tout de suite sur les bons rails, avec les bonnes attitudes, les bons process. Beaucoup plus facile de bien onboarder un collaborateur plutôt que d'essayer de transformer des mauvaises habitudes qui ont été prises plus tard. Si vous voulez retrouver cette masterclass, n'hésitez pas, vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence managériale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un peu le CRM du manager qui va centraliser toutes les informations dont le manager a besoin pour accompagner ses équipes efficacement. On a le plaisir de travailler dans une vingtaine de pays avec des clients comme Société Générale, Groupama, Procter Gamble ou LG. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos équipes. La page de publicité est terminée. Est-ce que Charlotte, tu peux nous dresser le portrait de notre invité du jour? Oui, bien sûr. Donc, Alexis, vous êtes un exemple de transition entre l'armée et le monde civil. Diplômé de Saint-Cyr, vous débutez votre carrière au sein des forces spéciales. Vous apprenez la gestion de crise, le commandement ainsi que la prise de décision sous pression. Après plusieurs années d'engagement sur le terrain, vous rejoignez l'école de guerre, puis le cabinet du ministre de la Défense, où vous mettez vos compétences stratégiques au service de la politique de défense nationale. Votre parcours vous mène ensuite vers la haute fonction publique, sous-préfet, directeur de cabinet, puis cadre dirigeant dans l'administration. Vous appliquez les principes du leadership militaire au service de l'État dans des contextes exigeants. En 2020, vous rejoignez le secteur privé en tant que consultant en communication stratégique et gestion de crise. Récemment, vous intégrez le groupe Leclerc en tant que directeur des affaires publiques, où vous pilotez les relations institutionnelles et accompagnez les défis d'un acteur majeur du commerce en France. Votre parcours illustre comment l'expérience militaire forge des compétences précieuses pour le management, prise de décision dans l'incertitude, capacité d'adaptation, gestion des hommes et vision stratégique. Des qualités que vous mettez aujourd'hui au service du monde économique avec la même exigence que sur le terrain. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Merci beaucoup. Parcours tout à fait emblématique, tout à fait exceptionnel. Bienvenue Alexis. Alors on va commencer par le début. Napoléon, qui était alors, je crois, premier consul, souhaiterait organiser l'instruction publique pour créer une pépinière pour le recrutement d'un corps d'officiers. Et en 1802, il crée l'école spéciale militaire, qui était d'abord, je crois, à Fontainebleau, et puis ensuite il l'a transféré à Saint-Cyr-l'École, là où il y avait une école qui avait été fondée par Madame de Maintenon, ce qui a donné son nom à Saint-Cyr, qui est devenu Saint-Cyr-Coëtquidan. Donc tu rentres à Saint-Cyr, et là commence ta formation militaire. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette vocation? Qu'est-ce qui te fait rentrer à Coëtquidan? Est-ce que c'est une tradition familiale? Est-ce que c'est une volonté de servir? Et qu'est-ce que tu retires de ces années de formation humaine et technique? Merci Roland pour cette première question. Au risque d'être un peu iconoclaste, je crois que je suis l'exemple de l'officier qui n'est pas rentré par vocation. Il y a beaucoup d'officiers voilà, qui répondent à une vocation, à un appel, hein. C'était pas mon cas. Je crois que ce qui m'a motivé, c'est que j'avais envie de me battre. Dans le bon sens du terme, hein, me battre pour une cause. J'aime le combat, j'aime les champs de bataille. Et donc, quoi de plus naturel, quand vous êtes jeune, finalement, d'aller chercher celui qui correspond le mieux à la définition du champ de bataille et du combat. J'ai énormément appris à Saint-Cyr, c'est une formation absolument exceptionnelle, en plus d'être de très belles années. Et je ferai un parallèle avec ce qui a longtemps et ce qui est encore, hein, dans certaines dynasties et notamment certaines monarchies où les fils de rois avaient d'abord une formation militaire. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et pour l'avoir expérimenté, je l'ai compris. Parce qu'en fait, c'est une formation qui est extrêmement exhaustive, extrêmement humaine et qui permet finalement de s'adapter à n'importe quelle situation auquel un décideur peut être exposé ou n'importe quelle situation professionnelle.
C'est probablement un des grandes différences par rapport aux autres écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce, c'est que dans une école comme Coët Quidan, on est confronté à la fois aux défis intellectuels, mais aussi aux défis physiques, aux défis humains, aux défis du collectif. Alors c'est vrai, je pense que c'est pas exclusif au monde de l'armée, parce que finalement, c'est aussi le cas de l'entrepreneur dans le monde de l'entreprise. Euh, on doit être, et je pense que l'entrepreneur et vous êtes tous auditeurs, j'imagine des exemples de cela, c'est-à-dire à la fois des femmes et des hommes d'action, mais qui doivent aussi être des femmes et des hommes de réflexion. Euh, à Saint-Cyr, ou en tout cas dans la formation militaire, c'est quelque chose qui est exacerbé parce qu'il est formalisé et parce que on cherche, enfin en tout cas la formation cherche à construire et à produire ces femmes et ces hommes d'action et ces femmes et ces hommes de réflexion. Alors, une des possibilités quand on sort de Saint-Cyr, c'est de rentrer dans les forces spéciales et tu avais à la fois la capacité humaine et physique de le faire. Est-ce que tu peux nous parler de ces 4 années, 5 années que tu as passées dans les forces spéciales de l'armée de terre? Alors même un peu plus, je pourrais en parler pendant des heures. C'est un milieu qui est absolument exceptionnel. C'est ces milieux de rêve de gosse. J'ai toujours été fasciné par ces publicités pour des montres ou des paires de chaussures destinées à des cadras fortunés qu'on voit dans les hebdomadaires imprimés et qui, pour vendre à la montre ou la paire de chaussures, mettent en scène un nageur de combat, un parachutiste, un pilote de chasse. Donc il y a cette image et cette attractivité qui est très forte et donc ce métier est exceptionnel. Euh, et il est notamment très intéressant parce que j'ai retrouvé dans l'entreprise beaucoup de caractères euh, que, que, que j'avais trouvé dans les forces spéciales. Le sens du collectif, le primat du collectif, la culture du résultat, le sens de la mission, celui de la responsabilité, de la construction de l'équipe, de la confiance dans ses collaborateurs. Et donc ce monde peut paraître un peu éloigné peut-être du monde de l'entreprise, mais pas tant que ça. Et les parallèles sont très forts entre l'expérience que j'ai eue dans les forces spéciales et celle que je vis aujourd'hui dans l'entreprise. Alors dans les forces spéciales, tu vis des situations très intenses avec beaucoup d'adrénaline. Ensuite, tu bascules dans la fonction publique. C'est un contraste assez fort. Enfin, vu de l'extérieur, il y a un contraste assez fort entre l'action permanente des forces spéciales qui soit s'entraînent, soit sont sur le terrain opérationnel, et puis la fonction publique dont on a une image plus stable, on va dire. Pour employer des mots positifs. Comment tu as vécu cette transition? Déjà, qu'est-ce qui te motive à rentrer dans la fonction publique après ces années incroyables dans les forces spéciales? Alors pour répondre à cette question, c'est des choix qui sont assez irrationnels, des choix très personnels. Voilà, j'avais envie de faire autre chose. Je suis curieux et voilà, j'avais besoin, j'éprouvais en tout cas le besoin d'aller explorer le champ d'à côté. Et je dis le champ d'à côté parce que en fait, j'ai pas vraiment changé de métier. Euh, Quand j'ai rejoint la fonction publique, puis après quand j'ai rejoint l'entreprise privée, finalement, je fais la même chose que ce que je faisais dans l'armée, de la stratégie, du management d'équipe et des prises de décision. Ce qui change, c'est le référentiel. Et finalement, ces bascules d'un milieu à un autre, ces changements de milieu, comme on dit dans le jargon militaire, ne sont pas compliqués à partir du moment où effectivement on comprend que le référentiel change et donc on se prépare à changer de référentiel. Et en parlant, je pense à une expérience qui m'a probablement préparé à ces changements de référentiel, une expérience dans l'armée. Lors de ma première intervention en Afghanistan, alors pardon, je vous embarque avec moi là sur une opération, mais euh, j'ai touché du doigt la brutalité du changement de référentiel, la nécessité de s'y préparer et la possibilité de le faire. Vous quittez Bayonne, ses plages, ses bars, votre famille en quelques heures. Euh,
à Bayonne, en France, dans un pays en paix, le risque que vous courez et qu'on court aujourd'hui, c'est éventuellement de se faire renverser par une voiture tout à l'heure. C'est le risque le plus prégnant et c'est celui auquel on est exposé. Quand vous arrivez en Afghanistan, vous posez le pied à terre et le risque, c'est de sauter sur une mine, c'est voilà, de vous retrouver dans un combat assez violent au cours d'une de vos opérations. Et donc le référentiel change de façon radicale. Vous faire renverser par une voiture n'est plus du tout quelque chose qui rentre en ligne de compte dans vos modes de réflexion et vos modes de pensée. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai le souvenir très précis d'avoir été pendant quelques heures déstabilisé par ce changement de référentiel brutal, malgré ma formation exigeante et la préparation intellectuelle de la mission. Pourquoi je vous dis que ça m'a servi et que ça peut servir? C'est que j'ai le souvenir aussi de mon premier jour dans le corps préfectoral, où mon adjointe, ma chef de cabinet, me parle voilà, des grands sujets, et puis surtout me parle d'une réunion que je vais devoir présider l'après-midi, un CODERST, dont j'ai même oublié la signification de l'acronyme. À ce stade, je n'y connais rien, je n'y comprends rien, je peux a priori faire confiance à mes collaborateurs, mais tous les gens qui sont autour de la table ou qui seront autour de la table au cours de la réunion qui se tient tous les 3 ou 6 mois, attendent, vont attendre de ma part une décision juste, proportionnée, adaptée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer les réunions? Je me suis pas plongé dans les dossiers qu'on m'a présentés et qui faisaient des dizaines et des dizaines de pages. J'ai juste essayé de comprendre quel était le changement de référentiel et dans quel référentiel j'allais évoluer pour pouvoir être pertinent et pouvoir remplir ma mission. J'ai un autre exemple, une autre anecdote qui va vous faire sourire, c'est que j'arrive chez Image7 comme consultant. Un des premiers contacts que j'ai avec un client, c'est sur une mission qui sort un peu du contrat. Et donc moi j'ai spontanément le sens du service, c'est-à-dire que dans l'armée ou dans la fonction publique, vous êtes au service d'eux. Et donc il y a une chose que j'oublie, c'est quand ça sort du contrat, ça se paye. Et donc il y a une chose que je ne négocie pas, c'est les honoraires que va impliquer cette nouvelle mission. Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Je n'avais pas bien analysé le nouveau référentiel dans lequel j'évolue. Alors ce référentiel dans les forces spéciales, est-ce qu'on peut le fouiller un peu, notamment sur le côté humain et esprit d'équipe? Comment se structure dans une mission la répartition des rôles et comment évolue cette répartition des rôles au fur et à mesure que la mission avance, où on doit quasiment en permanence changer de référentiel parce qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent? Alors, dans les forces spéciales, voilà, c'est quand même assez singulier. Ça repose sur une chose. D'abord, c'est une sélection drastique. C'est-à-dire que on sélectionne les opérateurs, comme on dit, qui vont rejoindre ces unités. Le deuxième socle sur lequel ça repose, c'est la formation. Formation longue, exigeante, à la fois technique et intellectuelle. Pour un objectif, et tu l'as cité, tu l'as très bien cité, c'est pouvoir remplir finalement n'importe quelle mission et pouvoir s'adapter. À quoi servent les forces spéciales? Les forces spéciales, en fait, c'est un outil pour répondre à une solution originale, à une situation originale, à une situation pour laquelle on n'a pas de solution. Vous ouvrez votre catalogue, vous voyez qu'il n'y a pas de solution. Et ben donc vous sortez les forces spéciales pour qu'elles vous génèrent finalement une solution originale. Finalement, les forces spéciales, c'est une agrégation de compétences, d'expertise, à partir desquelles vous allez constituer une équipe qui, a priori, va être la meilleure, la mieux calibrée pour pouvoir répondre à la situation à laquelle vous êtes confronté. Mais sans savoir, a priori, quelle est la solution que cette équipe va trouver pour régler le problème auquel elle est confrontée. Et donc, voilà, ces 2 points, sélection, formation. J'en rajouterai quand même un troisième, mais qui sort finalement du cadre strict des forces spéciales et qui, je pense, peut s'appliquer à toutes les équipes en général, qu'elles soient dans l'armée, dans la fonction publique, dans le privé. C'est l'adhésion de ses collaborateurs au collectif. J'aime beaucoup une devise, celle d'un général, le général Frère, qui est un soldat exemplaire qui est mort en camp de concentration et dont la devise était « J'obéis d'amitié ». J'aime bien le paradoxe qu'il y a dans cette devise, parce que je crois que c'est vraiment la clé du leadership. Faire adhérer ses collaborateurs par amitié, de façon spontanée.
en se dégageant finalement de la forme que la hiérarchie peut imposer. Alors ça demande de l'engagement personnel, hein, ça demande d'être absolument exemplaire, en tout cas d'être l'exemple au sein de son équipe. Ça demande de passer du temps, de se soucier de ses collaborateurs et de se soucier de leur état d'esprit, de leurs conditions de travail, etc. Non, j'aimerais faire un parallèle. Dans l'armée, vous savez, il y a un soldat ne meurt pas pour son pays. Il meurt pas pour son drapeau, c'est très rare. Je ne veux pas dire que c'est comme ça qu'on raconte l'histoire, mais vous faites pas monter au front euh, un soldat en agitant devant lui un drapeau français. Un soldat, il meurt pour son chef. Et c'est d'abord sa première motivation. Il meurt pour son chef, il meurt pour ses camarades, pour son équipe. Et donc si dans l'armée, on arrive, en faisant obéir d'amitié, à, à, à leur faire prendre des risques, à leur faire même accepter l'idée de donner leur vie, vous imaginez dans l'entreprise, si on applique ce principe, j'obéis d'amitié, où est-ce qu'on va emmener ses collaborateurs? Probablement au bout du monde, sur la Lune ou sur Mars, mais très loin. Très joli, obéir d'amitié. Euh, dans les différentes positions, quand on est engagé dans l'armée, on a une loyauté sans faille envers son chef, envers la nation. Dans d'autres fonctions, on peut être, et peut-être aussi dans l'armée, on peut être confronté à des dilemmes éthiques. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être confronté à des dilemmes de cet ordre-là? Et comment ce que tu as appris à Coët Kidan dans l'armée t'a aidé à adresser ces sujets qui peuvent être des sujets moraux, qui peuvent être voilà, des sujets éthiques? Merci pour cette question, compliquée mais intéressante. Je donnerai deux éléments de réponse. La première, c'est que c'est très difficile d'être dogmatique dans ce domaine. Et que je crois que cette frontière de l'éthique ne doit pas être fixée a priori, mais s'adapte aux situations, aux objectifs. Elle doit répondre à des grands principes éthiques qu'il s'agit de se donner. Mais je pense qu'il est difficile de la fixer a priori, de se dire, voilà, si je dois la franchir, j'arrête. Euh, une des premières questions que je me suis posées quand je suis arrivé à Bayonne, dans cette unité de force spéciale, c'est que dans les tout premiers jours de notre formation, la formation que j'ai subie là-bas, euh, on a assisté à une cérémonie militaire d'hommage à trois opérateurs qui rentraient justement d'Afghanistan et qui avaient été tués là-bas. La première question que se pose un jeune officier, un jeune soldat quand il voit ça, c'est, enfin la première question, la première, quand ça pourrait être moi. Et demain, ça pourrait être moi. Et c'est pour ça que je me forme et c'est pour ça que je me suis engagé. La deuxième, c'est pourquoi. Pourquoi sont-ils morts et pourquoi moi, demain, j'accepterais éventuellement de risquer ma vie. L'Afghanistan, c'est loin. Les Afghans, j'en avais pas vu. Le sujet de la guerre en Afghanistan, voilà, la pertinence de l'engagement de la France aux côtés des Américains et des alliés en Afghanistan pouvait se poser de façon tout à fait légitime. Et pouvait même se poser d'un point de vue éthique, moral ou politique. Et donc, il a fallu que je réponde à ça. Alors j'ai trouvé ma propre réponse qui m'a permis ensuite d'embarquer mes équipes et mes opérateurs, les faire obéir d'amitié et leur faire adhérer à l'objectif que je m'étais fixé. Cet objectif d'ailleurs, je peux vous le livrer. Je considérais que même si ce conflit nous paraissait peut-être éloigné, un plombier ne sait réparer une fuite que s'il l'a déjà fait. Et donc cet engagement en Afghanistan et loin de nos frontières, sur des sujets qui pouvaient être éloignés des préoccupations des Français, était important parce que s'il fallait défendre la France demain, on ne pourrait le faire efficacement que si on avait acquis l'expérience nécessaire pour la défendre. Et donc ces morts, dans ces caisses en bois, en fait, c'était les morts qu'on n'aurait pas demain. Voilà, réponse peut-être un peu écartée de la question, mais spontanée. Très, très, très forte, très forte. Euh, est-ce qu'il y a après un parcours aussi riche, est-ce qu'il y a des séquelles, tu vois, qui t'ont marqué et qui restent encore aujourd'hui? Il y a bien sûr tout le côté positif, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui te freinent ou qui te gênent aujourd'hui après avoir travaillé dans les forces spéciales?
Non, et j'ai probablement beaucoup de chance parce qu'on est très inégaux face à tout ça et qu'il faut aborder ces choses avec beaucoup d'humilité. J'ai vu des opérateurs, des amis, hein, qui pourtant étaient chevronnés, expérimentés, très solides, avec une très forte expérience, être très affectés par des situations auxquelles on était confrontés et auxquelles j'étais moi aussi confronté. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité euh, vis-à-vis de ça, ne surtout pas juger. Et, voilà, moi j'ai la chance en tout cas, d'avoir tiré de cette expérience que du positif, que des bons souvenirs. Et je crois d'avoir finalement, je crois que je suis quelqu'un d'équilibré, mais je crois que cette expérience a renforcé cet équilibre. Ça aurait pu ne pas être le cas. Voilà, faut aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité et j'admire beaucoup ceux qui souffrent aujourd'hui. Alors d'une part dans leur corps, mais aussi dans leur tête, parce que ils ont un jour accepté de prendre des risques euh, qui, qui aujourd'hui ont des conséquences assez dramatiques sur leur vie personnelle, familiale, amicale et même professionnelle. Et Euh, le terrain te manque pas? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine, je sais pas, nostalgie de cette période d'action, d'adrénaline permanente? je te répondrai la même chose que tout à l'heure. C'est un changement de référentiel. En fait, le terrain est juste différent. Euh, et aujourd'hui, finalement, je définis des stratégies, j'identifie des tactiques, je mène des combats, mais sur d'autres champs. Euh, le métier que je fais aujourd'hui, celui du lobbying, n'est ni plus ni moins euh, entre guillemets qu'un champ de bataille. La défense des intérêts d'une entreprise ou d'une entité peut s'apparenter à la défense d'un pays, d'un territoire, d'une population. Et la méthode que j'applique à titre personnel dans les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui est la même que celle que j'appliquais dans l'armée. Le, j'ai notamment 4 points qui structurent cette méthode et qui sont des parallèles assez forts et que Ouais. j'utilise d'ailleurs régulièrement pour expliquer à mes interlocuteurs, mes équipes, mes collaborateurs euh, le, 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 la raison ou la motivation de ce que je propose. Euh, le premier point, c'est la cible. Alors, je vais utiliser un langage militaire un peu provoquant, mais ça, mais cette exagération est pertinente. La cible, c'est identifier son interlocuteur. Voilà. Qui va gérer? Où est le centre de gravité de l'influence que je veux avoir, de l'objectif que je cherche? Ça, c'est extrêmement important. Ça sert à rien de tirer partout. Il vaut mieux se concentrer sur et mettre son effort sur l'interlocuteur qui va compter et qui va prendre la décision, qui va faire basculer l'avantage, en tout cas qui va faire basculer la situation à notre avantage. Le deuxième critère, c'est le champ de bataille. Une fois qu'on a identifié l'interlocuteur, il faut identifier son champ d'intérêt. Si on se retrouve pas sur le même champ d'intérêt, on va jamais réussir à se parler. On va jamais réussir à se retrouver autour d'une table parce qu'on partage le même intérêt. Et ça, c'est le champ de bataille. Et on va finalement, entre guillemets, s'affronter sur ce champ-là. Le troisième, c'est l'arme. Une fois que j'ai identifié mon ennemi, entre guillemets, et le champ de bataille, il faut que je m'assure que l'arme dont je dispose soit plus puissante que la sienne. Finalement, c'est l'argumentaire. Est-ce que, voilà, ce que j'ai à lui dire va le convaincre? Est-ce que mon argumentaire est plus puissant et suffisamment convaincant pour pouvoir l'embarquer avec moi et finalement gagner cet affrontement? Puis le quatrième point, c'est le calendrier. Si on a identifié son adversaire, qu'on se pointe sur le champ de bataille avec une arme plus puissante, mais qu'on se pointe à la mauvaise heure ou au mauvais moment, on va rater la bataille. On va pas réussir à engager cet affrontement. Et donc, il y a des moments où, voilà, il y a des batailles qu'il est inutile de mener parce qu'il est trop tôt ou parce qu'il est trop tard, et qu'on est sûr qu'elles seront vaines à cause de ce critère du temps. Et c'est très vrai d'ailleurs dans le lobbying parce que on le voit bien, hein, nos décideurs publics raisonnent souvent par séquence. C'est très vrai au plus haut niveau au gouvernement. Voilà, le Premier ministre il a sa séquence éducation, puis après il va passer sur la séquence immigration, sur la séquence commerce. Alors de temps en temps, les séquences lui sont imposées par l'actualité, mais on a des décideurs publics qui raisonnent souvent
comme ça. Et donc, il faut savoir anticiper les séquences, éventuellement les créer, les provoquer, pour permettre l'alignement de ces 4 critères et réussir à mener une bataille qui soit efficace. Donc, tu Alors, vois, finalement, j'ai pas vraiment changé ni de métier, ni de méthode, mais juste de référentiel. c'est très marquant. La cible, le champ de bataille, l'arme et le calendrier. Quels sont aujourd'hui, pour rentrer plus exactement dans ton actualité, dans ton quotidien, en tant que directeur des affaires publiques du groupe Leclerc, quels sont tes grands chantiers, tes grandes priorités pour 2025? Alors, il y en a beaucoup, mais je pense que ce qui guide un peu voilà, l'action que je vais mener, c'est qu'on a un ministre de l'économie, Eric Lombard, qui, lors de ses vœux il y a quelques semaines, a fixé l'objectif de croissance à 0,9%, peu importe. Mais la consommation est un moteur de la croissance. Et donc, comment est-ce que les commerçants, le distributeur qu'est Leclerc, les distributeurs vont venir participer finalement à cet objectif de croissance qui va bénéficier à l'ensemble de la nation. Voilà, c'est un peu quelque chose qui guide, en tout cas en matière d'affaires publiques, toutes les actions que nous pourrons mener. Avec l'identification des acteurs et des décideurs publics qui sont clés pour nous. La ministre du Commerce, les parlementaires qui s'engagent sur ce champ, sur la défense du commerce, sur le champ économique en général. Avec dans le mouvement Édouard Leclerc, quelque chose de très singulier qui va probablement vous parler à vous tous, c'est que Leclerc, c'est 700 entrepreneurs qui se sont rassemblés sous la même enseigne. Et en fait, la culture de l'entrepreneuriat est extrêmement forte. Et aujourd'hui, moi, dans mes fonctions, je suis au service de 700 entrepreneurs, qui sont ceux qui tiennent la barre du gouvernail. Et donc avec une culture de la PME qui irrigue la culture la culture du mouvement dans son ensemble et toutes les décisions que nous prenons. Et alors, comment est-ce qu'on répond aux besoins de 700 donneurs d'ordre finalement, puisque tu es au service de ces 700 entrepreneurs qui ont, j'imagine, des enjeux qui peuvent être pas toujours alignés, des enjeux régionaux, des enjeux de positionnement. Comment est-ce qu'on gère cette complexité? C'est intéressant ta question parce que ça permet de raccrocher à notre sujet, celui du leadership de l'équipe. Ces 700 entrepreneurs, ils se sont rassemblés sous une enseigne. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré leurs intérêts personnels, l'intérêt de leur entreprise propre, ils donnent toujours le primat au collectif. Et ils ont cette capacité, ils développent cette capacité, à choisir le bien de l'enseigne avant le bien de leur entreprise en particulier. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est vraiment un exemple de l'adhésion à une équipe et à un objectif commun. Et là l'équipe est très, très vaste, elle est très grande, mais elle peut être très réduite et répondre aux mêmes principes et aux mêmes critères, aux mêmes caractères, quelle que soit sa taille, je pense. Peut-être une dernière question. Quel conseil tu donnerais à un militaire aujourd'hui qui envisage une transition vers le privé ou vers l'administration publique pour bien préparer cette transition? Alors je lui en donnerai 2. Et puis j'en donnerai un aussi aux entrepreneurs qui sont susceptibles de l'accueillir. J'en donnerai le premier conseil, c'est finalement, j'aime bien les devises, mais c'est celui de la devise de mon unité quand j'étais dans l'armée, qui ose gagne. Osez, vous gagnerez. Osez changer de référentiel. Le militaire et la culture militaire, la culture de l'adaptation est tout à fait propice à ce changement de milieu. Et donc il faut y aller avec spontanéité, en se préparant certes, mais avec spontanéité. Et puis le deuxième conseil, c'est que le monde militaire est un peu éloigné, peut sembler un peu éloigné parfois de la société civile.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le changement de référentiel. Et bien se demander pourquoi est-ce qu'on veut quitter l'armée, pourquoi est-ce que on veut quitter ce métier exceptionnel, en cherchant finalement à tirer de l'expérience qu'on a vécue dans l'armée le meilleur pour la mettre au profit de notamment du monde de l'entreprise. Et aux entrepreneurs qui auraient éventuellement des profils militaires qui leur seraient proposés ou qu'ils pourraient approcher pour rejoindre leurs équipes. C'est compliqué de traduire l'expérience militaire en termes entrepreneuriaux, en termes privés. Très difficile de traduire le CV d'un militaire et de savoir de quoi il est capable dans l'entreprise. Ce que je crois, et je crois en être un exemple, c'est qu'il ne faut pas chercher à traduire. Il faut au contraire s'appuyer sur cette expérience militaire qui est souvent très riche, qui est le gage d'un savoir-être tout à fait adapté à ce que les entreprises peuvent rechercher en termes de culture du résultat, d'autonomie, de prise d'initiative, de loyauté, de primat du collectif. Et vous, entrepreneurs, vous trouverez toujours chez des collaborateurs qui viennent de l'armée énormément de leviers ou d'atouts à valoriser au profit de vos entreprises et de vos activités. Voilà un beau message pour conclure cet entretien. Quelques lectures que tu nous suggères pour aller plus loin? Alors j'en aurais plein. Deux livres très différents. Winston Churchill, bah voilà, de Kersaudy, absolument passionnant. Et pourquoi passionnant? Parce qu'on connaît souvent Churchill à travers les responsabilités politiques qu'il a eues. On le connaît moins à travers son expérience militaire. Churchill a commencé dans l'armée avec une véritable avidité d'activité, de responsabilité. Sa vie est extrêmement riche et Kersaudy la raconte en rendant Churchill très proche. Et donc je recommande cette lecture qui peut se faire et sur la plage, dans son lit ou dans son salon. N'ouvrez pas ce livre, vous ne le refermerez qu'à la fin. Winston Churchill de François Kersaudy. Et puis, deuxième ouvrage de Philippe Legorju, qui est l'ancien patron du GIGN, entre 84-85 peut-être et les années 90. Il était à la tête du GIGN pendant la crise d'UVA. La morale et l'action. Tout à fait. Et alors ça rejoint ta question tout à l'heure sur l'éthique. C'est très intéressant comme réflexion, notamment parce qu'elle repose sur son expérience propre. Alors avec des biais naturellement, hein, mais comme la mienne, comme celle de chacun d'entre nous. Mais je trouve que voilà, on peut tirer énormément d'enseignements sur le leadership. Et ce livre se lit aussi très facilement parce qu'il est très concret et avec une capacité qu'a Philippe Legorju à prendre du recul et à décortiquer finalement les mécanismes de l'équipe de leadership, la position du chef, son dilemme moral. Et c'est voilà une partie du titre de son livre. Face à une action qui parfois peut être compliquée et dont les enjeux peuvent dépasser le cadre dans lequel agit son auteur. Extrêmement intéressant. Je recommande vivement. La morale et l'action, Philippe Legorju, ancien patron du GIGN. Un grand merci de ta présence avec nous aujourd'hui. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder pour les questions de nos auditeurs. Si vous voulez les poser, vous pouvez les poser directement sur LinkedIn, si vous nous écoutez sur LinkedIn, sur Google, sur un GoToWebinar. Et Charlotte, ça fera un plaisir de nous les transmettre. Est-ce que Charlotte, on a déjà des questions de nos auditeurs? On a déjà des questions. La première question est de Julie, qui voudrait savoir quels sont les principaux écarts entre la prise de décision dans l'armée et dans le secteur privé. Bonjour Julie, je crois que c'est la même chose. Finalement, ce qu'on demande à un chef, quel que soit le cadre de sa décision, c'est toujours pareil, c'est une prise de risque. C'est faire un choix dans la certitude, c'est décider d'aller à droite plutôt qu'à gauche, alors pas sur un coup de tête, avec le maximum de données objectives. Mais dans l'armée, c'est pareil, quand on décide, je n'ai pas rencontré beaucoup de différences.
Il y a peut-être deux choses que l'armée cultive et qui pourraient servir dans l'entreprise. C'est d'abord dans l'armée une très forte préparation et une préparation qui est formalisée. Il y a des cadres qui permettent de faciliter la prise de décision, la préparation et donc la prise de décision. Et parfois en entreprise, dans l'entreprise, ça n'existe pas parce qu'on se lance dans une entreprise et on n'a pas ce cadre à disposition. Alors que dans l'armée, il est offert, il est proposé, il est éprouvé. Donc ça facilite peut-être la prise de décision et la formation à la prise de décision. Et puis la deuxième chose, et ça c'est un enseignement que j'ai tiré de l'armée et qui effectivement est difficile à mettre en place dans l'entreprise, même s'il me semble indispensable, c'est le retour d'expérience. Dans les forces spéciales, on passait presque plus de temps à débriefer d'une opération qu'à la préparer. Et en fait, dans ce débriefing, qui est parfois compliqué, parce qu'on se remet en question, on remet en question même le chef, même celui qui a décidé, et quel que soit d'ailleurs le résultat de l'opération, que ce soit un échec ou un succès. Mais c'est un exercice qui est extrêmement profitable, parce que déjà, il soude l'équipe, et parce qu'il permet de remettre à jour et de repartir d'une base extrêmement saine. Et c'est d'autant plus important quand c'est un succès. Souvent, quand c'est un succès, on ne va pas débriefer. On débriefe quand c'est un échec pour essayer de comprendre les raisons de l'échec. Quand c'est un succès, on débriefe rarement et on passe à autre chose. On a intérêt à débriefer du succès pour identifier ce qui est à refaire, à reprendre, ce qui est du domaine de la chance ou de l'opportunité, et qu'il faudrait peut-être essayer d'exploiter ou de créer la prochaine fois. Voilà, Julie, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, voilà ce que je peux en dire. Alors, on a une deuxième question, cette fois de Valentine, qui voudrait savoir si vous avez déjà rencontré des préjugés ou stéréotypes sur votre passé militaire en arrivant dans le secteur privé. Non, alors oui, des préjugés, des stéréotypes, bien sûr, parce que les gens imaginent que les militaires passent leur journée à se rouler dans la boue et à tirer au fusil. Donc je reviens sur ce que je disais au tout début. C'est vraiment l'homme d'action et enfin, la femme et l'homme d'action, la femme et l'homme de réflexion. C'est vraiment les deux qui permettent de faire d'un soldat quelqu'un d'efficace, un soldat ou un officier. Le deuxième préjugé, ou une question qui revient fréquemment, c'est espèce de fantasme ou d'attraction au risque de vous choquer. C'est, j'en dis, mais alors dans ce cas, t'as déjà tué. Honnêtement, c'est pas une question à poser à un militaire parce qu'elle a pas grand intérêt. Mais surtout, pour répondre à votre question, Valentine, c'est une vraie curiosité et que je comprends d'ailleurs, hein, parce que ce monde militaire est absolument fascinant, mais tout autant que le monde de l'entreprise, et qu'il y a des parallèles qui sont très forts et des vrais ponts. Et donc je pense que ces deux univers devraient se parler plus régulièrement. Alors, la prochaine question est de Florian, qui voudrait savoir quel est, selon vous, le soft skill le plus important que vous avez acquis dans l'armée. Je vais me répéter, mais je crois que c'est celui-là, celui de, en tant qu'officier hier et en tant que manager d'équipe, directeur aujourd'hui, celui de m'intéresser à mes collaborateurs. Et pas que dans le cadre des missions que je leur confie ou des opérations communes que nous menons, m'intéresser à mes collaborateurs et à ces collaborateurs, s'intéresser à leur progression professionnelle, à leur équilibre personnel, et faire que finalement le travail dans lequel on se rencontre et qu'on partage soit une source d'équilibre, puisse les faire grandir, dans lequel ils puissent s'épanouir, en prenant ce temps qui parfois peut paraître inutile parce que très difficile d'en quantifier les résultats. On arrive à tirer le meilleur de chacun. Et on arrive à appliquer ce principe ou à faire appliquer ce principe j'obéis d'amitié. Et donc je crois que voilà, c'est vraiment la soft skill que j'ai retenue et que j'essaye encore d'appliquer et que j'applique voilà, au quotidien et j'espère de façon naturelle et spontanée. Alors, la prochaine question est de Thomas, qui voudrait savoir comment insuffler une culture de rigueur et d'efficacité sans tomber dans un management trop autoritaire. C'est intéressant
Euh, Ça pose la question du formalisme. Le, je crois que la discipline est une des conditions de l'efficacité, de la flexibilité, de l'adaptabilité. On oppose souvent ces deux termes, discipline, efficacité, enfin discipline, flexibilité, discipline. Alors il ne s'agit pas d'adopter une discipline formelle comme dans l'armée, mais plutôt une discipline informelle comme dans les forces spéciales. Euh, Ça ne se voit pas. Dans les forces spéciales, le formalisme est réduit au strict minimum. On ne porte pas ses grades, on ne se coupe pas les cheveux, on s'appelle par nos prénoms. Voilà. Ça peut dérouter, hein, et ça peut donner une apparence de bazar désorganisé. Et en fait, derrière, il y a une discipline extrêmement ferme, extrêmement forte, à laquelle tous adhèrent, et qui permet de créer à la fois de la confiance, qui permet de décupler les capacités d'initiative des collaborateurs. Euh, et donc, voilà, pour répondre, je pense que il faut installer un cadre de discipline, une discipline, une règle, qui doit être connue de tous, acceptée par tous, dont on peut s'écarter éventuellement, mais il faut savoir de quelle distance on s'en écarte. Une règle qui soit pas formelle pour pas être contraignante ou pour ne pas être artificielle, mais une règle qui serve de repère, qui serve de support, qui protège tout le monde, qui permet de s'affranchir éventuellement de certaines étapes de contrôle, parce qu'on a installé un rapport de confiance, parce qu'on connaît exactement les capacités de ses collaborateurs, parce que chaque collaborateur connaît la place du chef. On dit ça dans l'armée. Systématiquement, quand on donne un ordre et qu'on l'explique à ses subordonnés, qui vont ensuite le répercuter aux échelons subsidiaires, on dit où est le chef. C'est toujours très important pour un collaborateur de savoir où est le chef. Qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa mission, où est-ce que je vais pouvoir le trouver si j'ai besoin de lui. Voilà, je sais pas si je réponds. La dernière question, du coup, est de Pierre qui voudrait savoir, l'esprit de mission et d'exécution rapide sont cruciaux dans l'armée. Que pensez-vous, enfin, pensez-vous que les entreprises, pardon, devraient s'en inspirer davantage? Je crois que, enfin, ces deux mondes sont très similaires. Donc finalement, je ne sais pas qui doit inspirer l'autre. Euh, mais voilà, pour que éventuellement les bonnes pratiques de l'un soient reprises par l'autre, je crois que c'est deux mondes qui ont intérêt à discuter et à échanger régulièrement. Euh, les armées d'ailleurs l'ont très bien compris. Je ne sais pas si vous connaissez l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui permet en fait à des cadres d'entreprise, à des chefs d'entreprise, moyennant un investissement, alors non pas financier, mais un investissement en temps assez conséquent, hein, parce que ça demande de la disponibilité, mais ça permet de mixer des chefs militaires et des cadres d'entreprise. Et ça marche très très bien. Et pourquoi ça marche très bien? Parce qu'en fait, c'est deux populations qui se ressemblent, et dont la seule différence est le référentiel dans lequel elles évoluent. Et je n'ai jamais entendu ni un officier, un cadre de l'armée, ni un cadre du privé regretter d'avoir consacré ce temps à ce cycle de hautes études, parce que il y avait cette espèce de, voilà, enfin cette similitude, cette proximité. Et donc voilà, je crois que l'armée a beaucoup à apprendre du privé, et le privé de l'armée, parce que voilà, ces deux milieux sont très similaires et partagent finalement beaucoup de choses: la culture du résultat, le primat du collectif, la place du chef, le leadership. Apprendre ensemble à s'adapter avec agilité à un nouveau référentiel, c'était le début de ton intervention. Je retiens aussi passer plus de temps à débriefer d'une opération qu'à la préparer pour se remettre en cause avec beaucoup d'humilité et recréer du collectif. Et puis, ces deux merveilleuses citations du général Oberfrère, j'obéis d'amitié.
et puis la devise de ton ancienne unité, qui va être une merveilleuse conclusion. Qui ose gagne. Un immense merci de ta présence avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir, un grand honneur de te recevoir. J'espère à très bientôt. Bonne chance dans la défense des intérêts du groupement Leclerc, du groupement d'entrepreneurs Édouard Leclerc. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt. Merci Roland, merci Charlotte, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.